Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gabriel Amar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de Villeurbanne, mobilisé contre la réforme des retraites. Alors, la motion de censure est passée à 9 voix près, enfin n'est pas passée à 9 voix près. Il en fallait de peu, hein. Un poil et le gouvernement tombé. Est-ce que ça vous donne pas rétrospectivement quelques regrets sur votre stratégie d'obstruction qui n'a pas permis d'avoir un vote à l'Assemblée nationale en première lecture, Euh, et notamment sur le fameux article 7? On se dit à 9 voix près, finalement, peut-être que vous l'auriez gagné ce vote. non, nous n'avions pas de problème à cette étape-là, le rapport de force. Il existait dans beaucoup de groupes différents, de l'indécision à droite, à Renaissance. Donc, c'était pas tant ça que nous évitions. Nous voulions démasquer les mensonges, les manipulations de l'opinion sur est-ce 43 ans, 44 ans de cotisation, combien de personnes allaient percevoir la retraite à 1 200 euros. Vous avez vu qu'il a fallu répéter pour que finalement la glace se brise et qu'on se rend compte que tout ça était des écrans de fumée pour faire passer la pilule. Une chose était certaine, nous ne voulions pas que le texte soit adopté en première lecture, bien sûr, parce que les porteurs de la réforme, Madame Borne, ne parlons pas du chef de l'État qui nous prend pour des nigauds, se serait précipité en criant victoire et en disant « Regardez, l'Assemblée l'a voté, vous pouvez rentrer chez vous ». Non, si nous sommes à la fois pour que la démocratie représentative et parlementaire s'exerce, eh ben on va au bout des discussions, on prend le temps et on n'est pas dans une procédure accélérée et pas plus dans des votes bloqués. Et d'autre part, on écoute et on tient compte de la démocratie sociale qui s'exprime dans le pays. C'est aussi des procédures qui ont été mises en œuvre parce qu'il y avait des milliers d'amendements qui rendaient Non. de toute façon non, la ce discussion n'est pas vrai. interminable. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que chronologiquement, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons appris soudainement qu'une réforme des retraites s'avancerait par une procédure particulière qui est utilisée habituellement quand un facteur nouveau intervient et qu'il faut, dans l'exercice budgétaire, équilibrer le budget de la nation ou le budget de la sécurité sociale. En l'occurrence, là, il n'y a pas de déficit du régime des retraites à l'horizon, ni cette année, ni l'année prochaine, et peut-être même pas en 2030, comme certains bonimenteurs veulent le faire croire. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est de notre fait. Mais peut-être que si on était... C'est parce qu'il y avait une procédure encadrée en 50 jours au total que nous avons été amenés à, en effet, déposer des amendements et nous les avons multipliés, d'autant que nous n'avions pas de réponse sur le fond qui était évoqué par ces amendements, et notamment sur l'utilité de la réforme qui, selon moi et selon nous, n'est pas utile, n'est pas urgente, et donc ne devait pas être portée par une procédure accélérée avec en plus ce que l'on a vu au Sénat avec un vote bloqué. Mais quand on voit qu'il manquait que 9 voix sur la motion de censure, on sait que dans la majorité d'Emmanuel Macron, des gens qui n'auraient jamais voté la motion de censure, mais qui se seraient peut-être abstenus sur le texte. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne tient pas. Parce qu'il y avait une motion de rejet qui pouvait être examinée et le gouvernement et Mme Borne a dégainé le 49.3 immédiatement pour qu'on ne puisse pas justement aller vers un vote pour rejeter le texte tel qu'il revenait de la commission mixte paritaire Assemblée et Sénat réunis. Donc, vous voyez là que de toute façon, ils avaient prévu leur coup de longue date, c'était passer en force, violenter le peuple, ne pas tenir compte du débat parlementaire. On a vu le texte qui revient du Sénat, qui ne tient même pas compte des amendements qui ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale. Ça sera d'ailleurs un autre motif dans notre saisine du Conseil constitutionnel pour demander le rejet par le Conseil constitutionnel du texte. C'est que le gouvernement n'a même pas tenu compte de ce qu'a voté l'Assemblée nationale en première lecture au moment de l'examen au Sénat. Parlons de la suite justement. Depuis une semaine, la colère s'est exprimée, y compris dans les rues de Lyon, avec certains débordements. Vous avez vu, hein, aujourd'hui, ils se mobilisent encore plus que la semaine dernière. On voit là une réaction, je crois, assez claire. Il y a une mobilisation très forte, effectivement, sur les manifestations officielles. Il y a aussi des débordements dans des manifestations spontanées le soir, avec un caillassage de l'hôtel de ville de Lyon, une tentative d'incendie à la mairie du 4e.
Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui commettent ces violences? Question. Je n'ai pas saisi votre Qu'est-ce question. que vous Si dites elle porte sur la violence, votre question, moi je dis d'abord que la violence, elle vient de la méthode du chef de l'État et du gouvernement qui passe en force pour un texte inutile, qui vise à punir les gens qui ont déjà des petites payes, des travaux pénibles, qui ont des fins de mois qui commencent de plus en plus tôt, avec une inflation spéculative et galopante qui les assomme. Ça, c'est extrêmement violent. Ça traverse toutes les familles, toutes les générations. Vous n'êtes pas sans savoir que notre jeunesse est particulièrement en difficulté, consciente du dérèglement climatique. Beaucoup d'étudiants crèvent de faim. Donc c'est un moment où il faut partager, coopérer et pas s'affronter. Ça signifie que vous comprenez les débordements? Non, je dis de toute façon que s'en prendre aux biens et aux personnes et être violent finit toujours par se retourner contre les auteurs. Donc je ne participe pas de l'idée que la violence physique a une quelconque utilité. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple déterminé s'exprime au travers de la mobilisation sociale, de la démocratie sociale, et il le fait avec beaucoup en prenant sur lui, conscient des arguments, de ce que va leur imposer cette réforme si M. Macron n'y renonce pas. Mais je ne veux pas me laisser déporter sur des actes qui sont pénalement répréhensibles. Moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement et M. Darmanin demandent à sa police d'intervenir de manière exagérée sur des jeunes ou des moins jeunes qui manifestent pacifiquement. Donc il faut aussi regarder cette violence-là. Elle n'est pas légitime non plus. Un mot sur votre autre priorité. On sait que vous êtes très attaché à la question de l'eau. Juste vous dire, les gens sont mobilisés. Je les encourage à l'être. Mon groupe parlementaire et la NUPES en général, mais mon groupe parlementaire en particulier avec le mouvement La France Insoumise, continue à collecter des fonds pour alimenter les caisses de grève. Parce que faire grève, ça coûte aux gens, ce n'est pas une partie de plaisir. Et donc, il va falloir les aider. Parce que comme pour le CPE, comme pour la réforme des retraites de 2019, nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retrait de la réforme des retraites par M. Macron. Ça peut prendre combien de temps, cette mobilisation? Ça prendra le temps qu'il faut. Il pouvait là apaiser les esprits, dire je retire mon projet, ou même proposer un référendum. Maintenant, c'est trop tard. Il va falloir qu'il cède, et je pense même qu'il va falloir dissoudre le gouvernement. Alors on en vient à votre proposition d'inscrire dans la Constitution un droit à l'eau et à l'assainissement. Pourquoi c'est important de porter ce projet de loi maintenant? D'abord parce que nombre de Françaises et de Français ne sont pas sécurisés dans leur accès à l'eau potable et à des sanitaires. Le dernier rapport de la Fondation Emmaüs nous donne des chiffres très précis. 490 000 de nos concitoyens n'ont pas accès à une eau potable sécurisée. Plus de 800 000 n'ont pas accès à des sanitaires de qualité. Et pourtant, la France a voté le 28 juillet 2010 une résolution aux Nations Unies qui dit que l'eau est un droit humain et que l'assainissement de qualité est aussi un droit humain essentiel à la vie et à tous les autres droits de l'homme. Donc il est temps que la France, 13 ans plus tard, inscrive dans sa charte de l'environnement, dans son bloc constitutionnel, le droit à l'eau, parce que cela conditionne une vie digne et en bonne santé dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Voilà pourquoi avec... Vous espérez faire consensus sur ce sujet? Oui, avec des députés du groupe Lyotte, du MoDem, des Républicains, mais aussi des socialistes, du groupe Horizon aussi, du groupe GDR, des écologistes et moi-même, nous avons déposé à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau qui se tenait hier, une proposition de loi constitutionnelle qui vise à prescrire, à édicter le fait qu'au sommet de la hiérarchie des normes françaises, le droit humain à l'eau et à l'assainissement de qualité soit consacré. Donc nous espérons... C'est vous qui allez apaiser les débats à l'Assemblée nationale finalement avec cette proposition? Écoutez, c'est bien la preuve que quand on veut dialoguer, faire tomber
des postures et des simagrées, on peut arriver à s'entendre sur des choses essentielles. Pour autant, je sais qu'il y a des différences politiques, même entre ceux qui vont porter avec moi le fait que le droit à l'eau et à l'assainissement soit dans la Constitution française. Pour autant, sur les conditions de la mise en œuvre, nous ne serons pas tous d'accord. Les uns vont être pour des tarifications sociales, les autres vont être pour des fontaines publiques, les troisièmes pour la gratuité des premiers mètres cubes, comme moi, au domicile principal. On va avoir un débat politique. Ensuite, après, quand il s'agira de définir une politique publique pour garantir ce droit humain à l'eau et à l'assainissement. Mais c'est du débat politique après. Pour l'instant, il s'agit de faire respecter la parole de la France, qui a voté il y a 13 ans un texte aux Nations Unies et qui ne l'a pas mis dans son droit national. Pour l'instant, il vous manque des députés de la majorité présidentielle. Oui, mais la discussion est engagée. Les ONG françaises qui s'intéressent à l'eau et au sanitaire sont très mobilisées. Je fais le pari de l'intelligence et nous leur avons tendu la main et nous continuerons à le faire en direction des élus Renaissance parce que je crois qu'on peut se réunir sur ce droit humain fondamental et essentiel qui est le droit à l'eau et à l'assainissement. Un mot sur l'actualité locale. Vous vous êtes réjoui hier de l'interdiction, de l'annulation de l'autorisation d'ouvrir une salle pour Éric Zemmour à Villeurbanne. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, il n'aurait pas mieux valu finalement il s'agit là de savoir si un multirécidiviste en matière de racisme et de xénophobie, condamné à plusieurs reprises, a le droit de citer dans notre ville populaire où il règne un climat de fraternité dans un cadre républicain apaisé. C'est le cas à Villeurbanne et nous n'avons pas besoin d'accueillir en grande pompe un provocateur. Maintenant, attention, je soutiens M. Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne, dans sa décision, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en plus, il avait été manipulé, puisqu'au moment de la réservation de la salle, cet événement n'avait pas été présenté avec la présence de M. Zemmour. Donc, il faudra peut-être que les auteurs réfléchissent avant d'essayer de manipuler le premier magistrat de la ville de Villeurbanne, que je soutiens pleinement dans sa décision, d'autant plus que les mobilisations contre l'extrême droite s'organisaient et qu'un trouble à l'ordre public risquait d'être pénible à vivre pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais. Donc je pense que c'est une sage décision. On voit que vous êtes en phase avec le maire de Villeurbanne ? Oui, toujours. Il m'a soutenu, je le soutiens, et comme il s'agit d'un projet commun que nous défendons dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour permettre l'émancipation de nos concitoyennes et concitoyens, nous sommes main dans la main, en effet. C'est un peu moins le cas avec l'ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, qu'on a accueilli dans cette émission la semaine dernière, qui estime que vous n'êtes pas un bon député de Villeurbanne. Sa formule, c'est que c'est un député LFI parmi les plus soumis à Jean-Luc Mélenchon. Je trouve peu de qualité politique. Je suis fidèle à Jean-Luc Mélenchon depuis 1986, autant que je suis fidèle à Villeurbanne par les générations qui m'y ont précédé, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et ma mère. Donc chacun place ses fidélités là où il veut. Ce que j'ai à répondre à l'ancien maire de Villeurbanne, qui, M. Brett, doit s'estimer comme un grand dirigeant politique, il a passé la main. Il a soutenu M. Cédric Van Stevendel. Je crois que quand j'ai été maire aussi dans ma vie, quand on passe la main, on se consacre à des choses qui vont dans le bon sens, qui sont utiles, mais pas à tirer dans le dos de ceux qu'on a soi-même suscités pour prendre à sa suite des responsabilités. Monsieur Cédric Van Stevendel se consacre avec dévouement aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Il anime une équipe politique dans lesquelles on retrouve toutes les forces présentes dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Monsieur Brett se grandirait à faire sage derrière le rideau, à donner ses conseils parce qu'il a une longue expérience qui doit être fort intéressante, plutôt qu'à tirer dans le dos de ceux qui se rendent utiles par altruisme, par humanisme, et qui veulent organiser la cité et la nation à l'heure du dérèglement climatique et de l'extrême pauvreté. Donc on a mieux à faire que se critiquer les uns les autres. Je dirais à M. Brett, soit vous êtes avec nous et vous vous rendez utile comme vous avez pu le faire par le passé,
soit vous assumez que en fait, vous avez toujours vocation à faire de la politique, et plutôt avec messieurs Hollande et Cazeneuve qui sont soumis, eux, au capitalisme de notre temps. Nous, on a décidé d'être du côté des partageux, des altruistes, de ceux qui se rendent utiles aux gens qui souffrent et pour lesquels aujourd'hui la vie est dure, et à la jeunesse qui ne doit pas se désespérer à l'heure du dérèglement climatique. Ce qu'on entend en creux, c'est qu'il y a un accord de long terme entre vous et Cédric Van Sierendel, à lui la Ah mairie, bah, à y a vous la aucun- députation. Ah bah, À je ne pense Villeurbanne. pas que nous soyons dans des logiques très personnalisées. On a envie de servir un projet politique. Moi, je me sens très à l'aise dans la diversité politique locale qui administre la commune. Monsieur Cédric Van Stevendel est un camarade qui a été aussi engagé dans ma campagne des élections législatives. Et aujourd'hui, nous nous serrons les coudes, a priori en toute occasion. Je ne vois pas de désaccord politique à l'horizon. Gabriel Amar, je vous remercie. Et puis moi, Merci. je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.